Salut la team des investisseurs passionnés, j'espère que vous allez bien. Habituellement, ces vidéos-là sont issues d'un live, mais pour le coup, j'ai décidé de la retourner. L'idée étant de faire parler de l'actualité des marchés financiers et de la bourse de manière générale, et de pouvoir creuser davantage les sujets en question. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler des banques centrales, puisque les banques centrales sont au cœur de l'actualité avec la remontée des taux d'intérêt. Dans cette vidéo, du coup, on va parler de quel est l'intérêt, l'utilité des banques centrales, pourquoi elles ont été créées, à quoi elles servent et quels sont leurs enjeux, leur impact sur les marchés financiers. On est parti. Ok, cette vidéo, je l'ai appelée la BCE, la Banque Centrale Européenne, au point de faire sauter la baraque. On entend beaucoup parler de l'actualité en ce moment des banques centrales, et effectivement, ils veulent remonter leur taux d'intérêt, c'est ce qu'on va justement voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, on a une intervention d'urgence de la Banque Centrale Européenne, qui est donc la banque qui contrôle les banques en Europe, et donc qui gère l'argent de manière générale, l'euro, l'impression de l'euro. Et cet article nous parle justement que la BCE intervient d'urgence pour calmer les tensions en zone euro, notamment de la mise en place d'un nouvel instrument qui s'appellerait un instrument anti-fragmentation. Et c'est ce qu'on va voir justement dans cet article, et je vais vous résumer l'intégralité de l'article en quelques phrases. L'idée de ces vidéos justement, c'est de pouvoir moi de mon côté faire un maximum de recherches sur des sujets spécifiques et de pouvoir vous en donner un résumé. Donc l'article Le Monde nous titre « La BCE intervient d'urgence pour calmer les tensions en zone euro face à l'envolée des taux obligataires et le risque d'une nouvelle crise de l'union monétaire, l'Institut de Francfort a annoncé un nouvel outil d'intervention, mais sans trop donner de détails. » Donc l'article nous dit également qu'il y a une décennie après la crise de la zone euro. Est-ce que c'est le retour de l'urgence pour la monnaie unique à l'issue de 5 jours de fortes tensions sur les marchés financiers? On l'a vu, le S&P, le CAC 40, le marché européen, le Stock 50 a également énormément baissé ces derniers temps. La Banque centrale a décidé d'intervenir mercredi 15 juin en urgence, ce qui n'est pas une grande première, mais des réunions d'urgence, on en a justement lors d'événements très rares, comme on a eu justement pendant le Covid. Et on nous annonce un nouvel instrument qui est en étude à l'heure actuelle, qui est un instrument anti-fragmentation. En fait, ce qui se passe réellement, c'est que entre les pays en Europe, notamment les pays du Nord et les pays du Sud, il y a une différence majeure d'économie. À titre de comparaison, les pays du Nord, notamment comme la Norvège, la Suède, le Danemark, ont une économie bien plus forte que les pays du Sud, comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, et les taux d'intérêt sont les mêmes, ce qui fragilise justement les pays du Sud. Et ce nouvel instrument anti-fragmentation, d'après également ce que cet article nous dit, eh bien, il s'agit justement d'arriver à moduler les taux d'intérêt en fonction de la zone des pays, de manière à avoir moins de taux d'intérêt dans les pays du Sud pour les soutenir économiquement, et toujours les taux normaux dans les pays du Nord qui sont plus riches et qui peuvent se permettre justement un resserrement de la politique monétaire. Tout ceci étant beau, mais déjà il faudrait revenir à la base, à quoi ça sert une banque centrale ? Les banques centrales, elles ont été créées notamment pour la banque centrale américaine, qui est la plus grosse banque centrale, dans les années 1900, au début de l'année 1900. À titre de comparaison également, le S&P 500, le plus gros marché que vous connaissez, a été créé aux alentours des années 1950. Donc les banques centrales ont été créées bien avant la révolution des marchés financiers. Les banques centrales ont été créées notamment à cause de la crise financière, la crise des banques qu'on a connue aux États-Unis. Alors pas moi personnellement, puisque j'étais pas vraiment traîné dans les années 1910-1915, où les banques ont connu une très grande récession. À partir de là, il a fallu créer justement une banque de banques, et les banques avaient leur propre banque de manière à gérer l'argent, gérer les taux d'intérêt, et justement de pouvoir avoir une harmonie sur les réglementations des banques. Il existe bien sûr plusieurs banques centrales dans le monde. On notera par exemple la Fed, la Réserve fédérale américaine. On notera celle de la zone euro, la BCE, la Banque centrale européenne. On aura la BOJ, la Banque centrale du Japon, et ainsi de suite en fonction des zones ou des pays. Les banques centrales ont deux objectifs réels
qui consiste tout simplement de 1 à soutenir l'inflation qui est en quelque sorte la hausse des prix. On veut contrôler une inflation avec des prix qui augmentent petit à petit pour stimuler l'économie, les salaires qui suivent, etc. Mais pas une inflation trop forte. Voilà pourquoi on essaie de stagner aux alentours de 2%, c'est l'objectif de ces banques centrales. Et le deuxième objectif, c'est bien évidemment soutenir l'économie en essayant au maximum d'avoir cette capacité du plein emploi, c'est-à-dire un minimum de chômage pour un maximum de productivité. On a un superbe article également de Victor Ducatel qui nous résume à peu près qu'est-ce qu'une banque centrale. Tous les liens que vous allez retrouver ici seront dans la description, donc si ça vous intéresse d'aller lire l'intégralité de ces articles, n'hésitez pas parce qu'ils sont extrêmement intéressants. Dans cet article, on peut lire également, les banques centrales sont appelées les banques des banques, car les banques commerciales effectuent des emprunts et des dépôts auprès d'elles. Ce sont aussi les banques centrales qui gèrent les réserves d'or et d'argent d'un État. Plus bas dans l'article, on nous parle de quels sont les outils que disposent concrètement les banques centrales. Alors je pense que si vous baignez un petit peu dans les marchés financiers ou que vous êtes peut-être un peu nouveau, vous devez savoir que les banques centrales sont à l'origine de l'impression de l'argent et c'est elles qui vont contrôler justement cette impression. On a pu le remarquer récemment, notamment pendant la crise pandémique, où la banque centrale américaine a imprimé 80% des dollars existants en moins de 2 ans pour la réinjecter sur les marchés et pour essayer de stabiliser les prix. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'une hausse artificielle des marchés, puisque la hausse étant due en majeure partie grâce à la banque centrale qui a ajouté de l'argent sur les marchés et donc forcément a donné une sorte d'espoir sur les marchés pour que ça continue à monter. Quels sont du coup les outils et concrètement les armes des banques centrales? En fait, elles en disposent de 2 qui sont réunis dans une seule et même catégorie. Ce sont les taux. On parle beaucoup de taux d'intérêt. Quand vous allez faire un prêt à la banque notamment, vous allez devoir payer un taux d'intérêt et celui-ci peut être plus ou moins conséquent en fonction de la période. Dernièrement, si vous avez souscrit à un prêt, je dirais pendant la période Covid, voire même un petit peu avant, vous aurez pu remarquer d'ailleurs que les taux d'intérêt sont drastiquement bas et qu'en ce moment, emprunter de l'argent étant quelque chose d'assez simple. Beaucoup moins ces derniers mois. Pour parler de taux, l'article nous fait bien justement une précision. Il y a une différence entre les taux directeurs et les taux, et on va expliquer tout de suite la différence pour plus que vous ne puissiez faire l'erreur. Les taux directeurs sont les taux que les banques centrales, donc les banques des banques, appliquent aux banques classiques. Les taux directeurs permettent de dire que toutes les banques doivent prêter à un minimum, par exemple de 1%, 2%, 3%, etc. Et ensuite on a les taux des banques, où les banques elles-mêmes décident de leur propre taux. Admettons par exemple que le taux directeur en Europe est de 2%, eh bien les banques devront, entre guillemets, facturer un taux minimum de 2% afin de pouvoir être rentables sur leurs prêts d'argent. Libre à elle ensuite de fixer un taux plus élevé ou un taux assez neutre. On peut parler d'un taux de 3% et puis elles encaissent 1% de différence. On peut parler d'un taux de 2,5% et elles encaissent un taux de 0,5% de différence. La différence justement de ces taux, elle est là depuis 1999. On va pouvoir regarder ici, la courbe en bleu, c'est les taux de la Banque Centrale Européenne pour comparer ça en rouge à l'économie américaine. Je vais rappeler que l'économie américaine étant la plus grosse économie mondiale et représente 40% des marchés financiers. C'est pour ça que tout le monde, nous, même en tant qu'investisseurs indépendants, on a les yeux rivés sur l'économie américaine parce qu'en quelque sorte, c'est elle qui drive, qui conduit justement l'ensemble des autres marchés financiers. Si l'économie américaine va bien, généralement l'économie mondiale va bien également, et inversement, si on a un début de récession sur l'économie américaine, eh bien le monde va être fortement impacté. Le graphique est très intéressant parce qu'il nous montre justement les différentes périodes qu'ont traversé les marchés avec l'évolution des taux d'intérêt. Et on va regarder juste après, sur des graphiques, quelles sont les corrélations entre des taux bas et des taux hauts en fonction du marché. Est-ce que des taux bas annoncent plutôt une crise financière ou plutôt même un bull run, c'est-à-dire un marché haussier très important? On va le voir juste après. Juste avant de passer à cela, il faut absolument que vous puissiez connaître les 2 différents types de politiques monétaires que les banques centrales appliquent. Parce que lorsqu'on parle de banque centrale, on parle de politique monétaire. Elles ont, en plus d'avoir un rôle, une posture, un statut. Et en fonction de l'état de l'économie actuelle, la posture ne va pas être la même.
Est-ce que vous vous demandez pourquoi, à tel moment, la Banque centrale va augmenter ses taux ou va plutôt diminuer ses taux? Et est-ce que vous comprenez, si vous avez déjà entendu ce mot à la télé, dans les journaux, sur internet, sur des forums, une politique monétaire hawkish ou une politique monétaire dovish? C'est ce qu'on a juste ici devant nos écrans. Le nom de ces politiques monétaires sont des personnifications, des métaphores d'animaux, un peu au même style que bull market ou bear market. Le bull market, c'est un marché haussier, signifié par un taureau, et le bear market, c'est un marché baissier, donné par un ours. En l'occurrence, ici, lorsqu'on parle de politique monétaire, on est soit sur une politique hawkish, qui est personnifiée par un aigle, ou alors on est sur une politique monétaire dovish, qui est personnifiée par une colombe. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Comme je vous l'ai dit, en fonction de l'état de l'économie, les politiques monétaires ne seront pas les mêmes en fonction justement des objectifs et du contexte actuel. Par exemple, à gauche, si on va commencer par la politique hawkish, la politique de l'aigle, eh bien la situation, c'est lorsque l'inflation est trop élevée. C'est d'ailleurs même ce qui se passe en ce moment, nous sommes dans une politique hawkish, puisque l'inflation est trop élevée, on va chercher à la faire descendre pour justement diminuer les prix et faire en sorte justement que la consommation redémarre. Dans cette idée-là, puisque l'inflation est forte, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent en circulation. Ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à freiner à la fois la consommation, à la fois la production et à la fois l'accès au crédit. C'est ça qui est très important. En fait, en fonction de ces différents types de politiques monétaires, l'accès à l'argent va être soit restreint dans une politique hawkish, ou au contraire, soit encouragé pour stimuler l'économie dans une politique dovish. Donc dans une politique hawkish, on va chercher à augmenter les taux d'intérêt pour que ça dissuade justement les investisseurs, les particuliers, les fonds, etc. à accéder à du crédit, à de l'argent. Et l'impact concret sur le marché d'échange, c'est-à-dire le marché des monnaies, c'est que les monnaies vont augmenter, puisqu'elles vont reprendre du pouvoir. Les monnaies comme l'euro, le dollar, le GBP, la livre sterling vont du coup connaître des ascensions importantes, et en ce moment, au moment où on se parle, la monnaie qui bat tout le monde très clairement, c'est le dollar américain. A contrario, lorsqu'on est sur une politique dovish, qu'on appelle également une politique accommodante, eh bien ce qu'on cherche à faire justement, c'est stimuler l'économie. Puisque l'inflation est très basse, on a moins de production, on a moins de consommation, donc on cherche à faire en sorte que les particuliers, les investisseurs, les banques puissent avoir accès à du cash, faire des prêts, acheter de l'immobilier, créer un business, faire vivre justement des projets pour pouvoir justement faire circuler cet argent. Donc on le voit ici, les taux d'intérêt vont decrease, c'est-à-dire ils vont drastiquement baisser, de manière à ce que monsieur tout le monde puisse acheter sa maison, puisse acheter peut-être pour investir dans l'immobilier à un taux très faible. Évidemment, comme on a accès à plus d'argent, l'argent en elle-même perd de sa valeur, et donc on a effectivement des monnaies qui se déprécient de manière générale. C'est là qu'on voit des dollars par exemple qui se mettent à baisser. Tout ça a un objectif, comme je vous le disais, de stimuler l'économie et que les particuliers puissent avoir accès au crédit, à de l'argent et à de l'investissement. Une fois que vous comprenez ça, vous comprenez quelles sont les décisions et les choix que les banques centrales doivent faire face justement en fonction de la situation. Et donc à ce jour, si on doit connaître quelle est la politique monétaire des banques centrales avec notre situation actuelle, eh bien elle est clairement hawkish. On est sur une politique qui commence à être celle de l'aigle, puisqu'on a eu des banques centrales, notamment la Banque centrale américaine, qui ont déjà augmenté ses taux d'intérêt et qui vont continuer à le faire pour essayer de lutter contre l'inflation et la faire descendre. Tout ceci fait partie justement d'un cycle économique. Juste avant le Covid et pendant le Covid, on a eu justement une économie qui a eu besoin d'être stimulée, donc on a baissé le taux d'intérêt pour que tout le monde puisse emprunter. Et à contrario, lorsqu'on est sorti là récemment de la crise sanitaire, eh bien comme l'argent était en trop grande circulation, eh bien on a besoin d'augmenter à nouveau les taux pour pouvoir réduire l'inflation. Donc ce cycle-là se répète en fonction du temps et en fonction du contexte. Ceci étant dit, maintenant vous savez les principales informations à savoir sur les banques centrales, voyons un petit peu l'impact des taux justement sur les marchés. Est-ce que pendant une période hawkish, le marché a tendance à monter ou baisser? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et pour ce faire, je me suis muni d'un indicateur. On a ici sur le graphique du S&P 500, le plus gros actif mondial qui réunit les 500 plus grosses entreprises américaines. Je pense pas nécessairement avoir besoin de vous le décrire à chaque fois, mais on sait jamais pour les nouveaux qui nous rejoignent sur cette chaîne.
J'ai annoté les différents types d'événements et de crash boursiers qu'on a eu depuis les années 2000, en passant de la bulle internet, du crash boursier chinois en 2015, pour ceux qui tradaient déjà, qui investissaient déjà, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine quand Trump était au pouvoir en 2018, et je vais ajouter un indicateur qui s'appelle tout simplement Fed Funds Rates Indicator et qui va me permettre de lire tout simplement les taux d'intérêt qui ont été appliqués aux États-Unis spécifiquement. Je vous l'ai dit, quand on veut regarder l'état économique et financier des marchés boursiers, on va surtout se focaliser, pour l'instant en tout cas, sur le marché des États-Unis. C'est un peu la même chose pour les pays, les puissances économiques sont différentes en fonction des générations. Pour l'instant, celle des États-Unis est la plus solide depuis un bon nombre d'années. Voici donc le graphique en violet juste en bas. Donc le graphique ici, il est noté entre 0 et à peu près 6 voire 7. On peut noter 3 types de périodes différents sur les taux d'intérêt. On va noter la période de 2000, pendant justement la crise de la bulle internet. On peut noter également une énorme envolée des taux d'intérêt ici sur la période justement 2008, des subprimes, la crise financière immobilière, et on peut également noter cette période juste avant le Covid, et la quatrième qui est en cours en ce moment, puisque vous le voyez, en ce moment même, les taux d'intérêt sont en train de s'envoler, dû justement à l'impact sur la crise sanitaire. Je vais prendre du coup mon crayon de manière à pouvoir annoter l'écran, et je vais prendre notamment l'exemple de la crise immobilière de 2008, et on va s'en servir comme schéma justement pour expliquer un bon nombre d'événements. Quand on regarde justement cet événement majeur qui a été fait sur les marchés financiers, on va pouvoir zoomer là-dessus, on voit que ça a été fait en 3 temps essentiellement. Un premier temps où on avait des marchés qui étaient pas forcément très élevés en termes de prix, et on a eu besoin justement de stimuler l'économie. Donc là on était sur une politique monétaire de la colombe, dovish, et donc on a eu une série de hausses des taux d'intérêt de la part des banques centrales. Et ce qui s'est passé, c'est que plus le temps est passé, et plus les taux d'intérêt ont augmenté. Ce qu'on constate, c'est qu'en 2004, les taux d'intérêt étaient entre 0 et 1, on va mettre 1 pour la moyenne, et progressivement, plus le temps est passé, plus on a commencé à augmenter les taux progressivement, allant par tranche de 0,25 ou 0,50. C'est de cette manière-là, généralement, que les banques centrales interviennent, jamais par 1 point, 1 point, 1 point, ça serait beaucoup trop violent. Il y a toujours besoin d'une augmentation ou une diminution progressive sur les marchés, parce que ça pourrait justement faire peur à énormément de monde, énormément d'opérateurs, comme d'ailleurs ça a été le cas, on le voit sur notre graphique. Au milieu de l'année 2006, on voit qu'on a atteint un cap assez important. Les taux d'intérêt étaient de l'ordre de 5%, ce qui est extrêmement élevé. Imaginez-vous vouloir acheter une maison, vous rendre à la banque, et vous allez devoir payer 7% de taux d'intérêt chaque année sur l'argent qu'on vous prête. 7% c'est intenable, et c'est justement toujours l'objectif, comme on disait, c'était justement de dissuader l'accès à l'argent. Ces 7% ont tenu un bon bout de temps, puisqu'ils ont tenu 1 an tout pile, entre mi-2006 et mi-2007. On a pu voir que sur les graphiques, on continuait quand même à monter, mais on a passé un cap, un point de non-retour, où à partir de ce moment-là, tous les opérateurs ne pouvaient plus acheter des titres. Imaginez-vous dans la situation suivante, vous avez de moins en moins d'argent parce que l'inflation est trop forte, et quand vous voulez acheter une action, celle-ci est 3 fois plus chère que ce que vous aviez imaginé d'acheter. Donc à la fois vous avez moins d'argent parce que justement elle se fait grignoter par l'inflation, et à la fois ce que vous voulez acheter coûte encore plus cher et est encore plus inaccessible que ce que vous aviez pensé. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là ? Eh bien, vous fuyez les marchés, vous revendez vos positions, vos actions, vos actifs, peu importe, et vous allez chercher à investir dans d'autres actifs financiers qui sont beaucoup moins risqués, beaucoup moins chers, avec certes des rendements beaucoup plus faibles, mais qui sont beaucoup plus sûrs. C'est comme ça que ça marche sur les marchés financiers. Les opérateurs sont juste des personnes comme vous et moi, avec seulement quelques millions, voire quelques milliards en plus, et les opérateurs sont extrêmement psychologiques. Ainsi, s'ils voient quelque chose qui est trop cher, ils vont quitter les marchés et aller sur quelque chose qui est beaucoup moins cher et beaucoup plus sûr. Et si tout le monde fait ça, ça provoque ce qu'on appelle un effet boule de neige, et c'est dans ces moments-là qu'on crée justement une panique, une récession, puis justement un crash financier. Et donc à partir du moment où mi-2007,
on comprenait qu'on était sur un marché qui était beaucoup trop cher et dont on avait des taux d'intérêt qui étaient beaucoup trop élevés, c'est là qu'on a commencé à avoir une fuite des capitaux, c'est-à-dire les opérateurs qui quittent les marchés, et cet effet boule de neige justement s'est retrouvé directement sur le S&P 500, puisque entre le plus haut et les plus bas, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, qui ont déjà étudié cette crise de 2008, on a subi une perte de quasiment 60% sur le S&P 500. On est passé à un S&P qui valait entre 1560 et 1600 points, un S&P qui en valait moins de 1000, autour des 650-700 points, ce qui est vraiment, vraiment très peu. Pendant cette période de crash, on a vu en effet retour justement la courbe des taux qui a drastiquement baissé. Puisque les marchés commençaient à tomber les uns après les autres, les actions qui se pétaient la gueule dans tous les sens, il a fallu donner justement ce petit stimulus, cette petite incitation à investir de nouveau sur les marchés financiers. Et quelle meilleure manière d'investir sur les marchés financiers lorsqu'on est une banque ou un fonds de gestion et qu'on dispose justement de l'accès à de l'argent et on le voit avec une diminution des taux d'intérêt, on emprunte de l'argent pour racheter sur les marchés financiers. Et c'est comme cela que lorsque les taux d'intérêt sont revenus ici autour des 0,020, c'est à ce moment-là, aux alentours de décembre 2008, que le marché a signé son plus bas et est reparti à la hausse de manière drastique. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt étaient très bas et donc l'accès à l'argent beaucoup plus simple. Cet argent acquéri est investi directement sur les marchés financiers. Cette situation-là, on peut la voir justement dans tous les cycles économiques que l'on a. Regardez justement à chaque fois que ces taux d'intérêt augmentent et diminuent. À chaque fois qu'on a eu des plateaux avec des taux d'intérêt très élevés, on annonçait une récession très importante, et quand cette récession démarrait, les taux d'intérêt chutaient brutalement. Et c'est uniquement lorsque les taux d'intérêt étaient au plus bas et étaient redevenus très proches de zéro, qu'on a eu justement un redémarrage de l'économie financière. On a la situation identique en 2000 pendant la bulle Internet, on a la situation identique pendant la crise des subprimes, et on retrouve une situation alors légèrement différente pendant justement le crash chinois et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en 2018. Cette situation a fait que les taux américains ont sévèrement augmenté, allant au maximum ici jusqu'à 2,50 avant de repartir à la baisse. Pour le coup, il n'y a pas eu de réel crash financier depuis cette période. On a subi des mouvements assez fortement volatiles par le bas justement pendant cette guerre commerciale. On a subi évidemment le flash crash de la crise sanitaire où on a eu justement ici une baisse drastique des taux d'intérêt et depuis les taux remontent, de quoi justement nous inquiéter. Pour finir cette vidéo, évidemment, avoir des taux qui augmentent, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je vous l'ai dit encore une fois, c'est un cycle économique. Si l'inflation est trop forte, les taux d'intérêt vont augmenter. Et si les taux d'intérêt augmentent, l'accès à l'argent est beaucoup moins important. La situation aujourd'hui est la suivante. Les taux d'intérêt se mettent à augmenter de nouveau. On se situe avec des taux d'intérêt entre 1,5 et 1,65. L'inflation est extrêmement forte, on l'a vu en ce moment, et donc si l'inflation est forte, les taux d'intérêt doivent être encore plus forts pour diminuer justement cette pression. Ça ne serait donc pas impossible du tout, selon même les commentaires des banques centrales, de voir des taux d'intérêt aux alentours de 4 voire 5 courant de l'année, voire même 2023. Et si justement on parle des taux d'intérêt autour des 5%, on voit bien qu'à chaque fois qu'on a été autour des 5%, la récession et le crash a été quasiment absolu. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que notre situation actuelle est complètement différente de ce qu'on a pu vivre en 2000 et en 2008. En l'occurrence, en ce moment, nous avons effectivement une inflation qui est extrêmement élevée, mais surtout, on a une croissance qui est faible. Et ça, c'est une situation qu'on n'a quasiment jamais vue dans notre histoire, à la fois des prix trop hauts et à la fois justement une incapacité à produire beaucoup plus. Et ça, justement, ça donne naissance à des conséquences qu'on ignore même aujourd'hui et que même les banques centrales ignorent et le disent ouvertement. Pour elles, nous sommes rentrés dans une ère où l'incertitude est de taille et jamais un scénario pareil a été vu. Et avec les récents mouvements à la baisse des marchés, que ce soit sur le marché classique des actions via les S&P ou même les crypto-monnaies,
on a de quoi se poser des questions. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous retrouverez l'intégralité des articles dans la description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, c'est extrêmement intéressant pour aller plus loin avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura appris à quoi servent justement ces banques centrales, quels sont leurs outils et quel est l'impact justement des taux d'intérêt sur les marchés. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo autour de l'actualité financière. Prenez soin de vous, pensez sécurité et force à vous pour vos investissements. Ciao!